Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Actualité chargée pour le groupe lyonnais de protection sociale Apicil depuis le début de l'année. Un nouveau plan stratégique, Impulsion 2028, la signature d'un double partenariat avec la Fédération française de rugby et l'EPCR au niveau européen. Et puis la publication de résultats annuels en forte progression en 2024. On en parle avec Philippe Barret, le directeur général du groupe Apicil, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez publié vos résultats il y a quelques jours. 2024 a été un très bon millésime pour Apicil, tant en termes de croissance d'activité que de résultats aussi. Tout à fait, un petit peu une année de record, on pourrait le dire comme cela. D'abord sur le plan de l'évolution de l'activité, puisque le chiffre d'affaires est en croissance d'un peu plus de 15%. Sur l'ensemble de nos lignes de métier, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans, mais aussi bien l'épargne que la collecte bancaire, que l'activité de santé-prévoyance ont connu à peu près le même rythme de croissance. Sur le plan du résultat, c'est un record aussi, mais alors un record battu très légèrement, puisque un peu plus de 58 millions contre 57 millions l'année dernière, mais c'est quand même une satisfaction aussi. Et puis le troisième indicateur qui est très important pour un assureur que nous sommes, c'est la solvabilité, avec un ratio de solvabilité qui a légèrement progressé et donc qui confirme la solidité du groupe Apicil à qui on peut faire confiance. Alors le chiffre d'affaires au global, c'est près de 4 milliards. Pas loin de 4 milliards, effectivement. Je touche du bois, mais peut-être qu'on les passera en 2025. Effectivement, 3 milliards 9, à peu près 2 milliards 5 sur l'épargne et 1 milliard 4 sur la santé prévoyance. Et puis une équipe de combien de personnes au total, et vous travaillez quoi pour le groupe plus de 50 000 entreprises. Le groupe aujourd'hui, c'est en nombre de collaborateurs, c'est 2600 collaborateurs. Effectivement, en termes de personnes assurées, on est aux environs de 2 millions. Et en nombre d'entreprises clientes, un peu plus de 50 000, effectivement. Voilà. Et puis les acquisitions les plus récentes, le développement d'activités, je pense totalement à tout ce qui est pôle service, portent leurs fruits, on peut le dire. Tout à fait. Alors, les fruits, ils sont encore beaucoup attendus dans Impulsion 2028, mais sur le domaine des activités de service, effectivement, le début d'une structuration en 2024, une structuration avec trois natures d'activités. Une première qui est des services que nous rendons à des confrères, donc des activités de gestion pour compte, de gestion de tiers payants, de lutte contre la fraude. Ça, c'est une première dimension. La deuxième, c'est plutôt des services rendus aux entreprises, tout ce qui tourne autour de la qualité de vie au travail, avec l'acquisition d'un cabinet RH spécialisé là-dedans qui s'appelle le groupe JLO l'année dernière. Et puis le troisième qui est plutôt le soin ou le parcours de soins avec des entités Blue Linea qui installent des dispositifs de surveillance des personnes âgées, tant à domicile que dans les établissements. Et puis, ce que je pense être une pépite du groupe, qu'on appelle le Doctolib des médecines douces, qui est une start-up, donc Liberlo, qui met en relation les praticiens ostéopathes, naturopathes, les médecines douces, en les certifiant pour essayer de distinguer les bons professionnels des moins bons avec les patients. Et puis alors, en termes parliez de qualité de vie au travail, ça s'applique aussi à vos équipes et à vous, avec l'arrivée donc en début d'année 2024 dans la tour Apicil à la Part-Dieu. C'est un changement profond, puisque déjà en termes de durée de présence à Caluire, ça faisait 65 ans que le groupe Apicil était à Caluire, donc effectivement on revient dans Lyon. Dans des locaux qui réunissent l'ensemble des collaborateurs lyonnais, ce qui était l'objectif. Alors qu'on avait deux gros sites précédemment, Caluire et Vèze. Et le deuxième objectif, c'était effectivement amener des conditions de travail beaucoup plus modernes. Et je pense que c'est effectivement le cas. Cette installation-là, qui date effectivement d'1 an maintenant, a amené une dynamique très très forte, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mesures d'engagement des collaborateurs, où on a vu que pour les équipes lyonnaises, ça avait contribué à la certification Great Place to Work qu'on a obtenue également en ce début d'année 2025. Alors, après le foot avec l'OL, la voile avec Damien Seguin, c'est donc avec le rugby que vous signez un nouveau partenariat via la FFR
Pourquoi ? Parce que c'est un sport, on va dire quoi, plus fédérateur et offrant une plus grande visibilité ? Alors d'abord, il faut peut-être expliquer pourquoi on a arrêté la voile. C'est le premier point. C'était un partenariat qui a été vraiment un succès, puisque l'objectif, c'était de pouvoir montrer qu'un sportif handicapé pouvait participer au Vendée Globe, qui est considéré comme l'Everest de la course au large, 3 mois en solitaire, etc. Donc c'est ce qu'il a fait en 2020, ce qu'il a renouvelé en 2024. Et donc on a tellement bien réussi que, on va dire, c'est devenu presque banal. Et d'ailleurs, il y avait deux skippers handicapés inscrits au Vendée Globe 2024. Donc on a voulu effectivement faire autre chose, qui continue de servir des objectifs sociétaux, mais qui permettent davantage que la voile de faire participer nos clients, nos partenaires, et puis qui amène plus de visibilité, puisque la voile, c'est quelques événements par an, et puis ça reste un public relativement élitiste, on va dire. Alors justement, que contient ce partenariat, donc visibilité donc, voilà. Marque, dans les stades, sur les maillots, voilà. Alors pas sur les maillots, mais effectivement, donc le dispositif, c'est santé, sport. C'est un dispositif plutôt autour des stades. Donc comme vous l'avez dit, pour tout ce qui concerne les matchs des équipes de France. Donc ça c'est important. C'est pas que l'équipe de France masculine, mais c'est aussi les féminines et c'est aussi les jeunes. Donc autour des matchs, notamment dans les stades, la partie accessibilité, donc on favorise cette accessibilité. Par exemple, sur le tournoi Destination, on a pu accueillir une vingtaine de jeunes en situation de handicap moteur, un petit peu moins parce qu'il faut des conditions particulières, des autistes, un autre match dans une sensory room, donc toute cette dimension-là. Et puis aussi, effectivement, on a trouvé avec la FFR et puis avec le PCR, donc qui est l'organisation des Coupes d'Europe, des structures qui voulaient elles-mêmes renforcer leurs actions sociétales et plus particulièrement la dimension donc, de l'accessibilité pour venir voir le sport et puis la préoccupation de la santé. Donc il y a la santé physique, bien sûr, des joueurs. Là aussi, pas uniquement les professionnels, mais l'ensemble dans les clubs aussi. Et puis les préoccupations de santé mentale, puisque ça concerne plutôt les joueurs de haut niveau, avec la pression qu'il y a autour du sport. Et puis l'après, quand le sportif doit revenir à la vie normale. Alors ce partenariat tout juste signé, l'équipe de France décroche le tournoi Destination. Ça s'appelle avoir le nez creux, comme on dit. Écoutez, pourvu que ça continue avec le Grand Chelem l'année prochaine. Mais oui, c'est un début très, très satisfaisant. Et puis, je veux dire, il y avait un point de vigilance important, c'est que c'est en interne, c'est-à-dire que la voile, ça avait vraiment été quelque chose de fédérateur pour les collaborateurs. Et donc, le rugby a pris assez naturellement le relais. Et donc, c'est aussi un objet de fierté. Et sur les aspects de visibilité, on est pour l'instant très, très satisfait, puisque notamment le tournoi Destination et le tournoi, le dernier match, pratiquement 10 millions de spectateurs. Donc, c'est des audiences très, très importantes pour le rugby. Et sur les matchs féminins, on est autour de 2 millions. Également, donc c'est des très très bons scores d'audience. Alors un nouveau partenariat avec le rugby, mais aussi un nouveau plan stratégique. Alors on va en parler bien sûr, mais déjà peut-être un bilan du précédent plan, Horizon 2024. Objectifs atteints totalement ou partiellement ? Globalement, les objectifs sont atteints. Si on regarde les objectifs économiques, qui sont évidemment quand même les éléments principaux, donc sur les critères que j'évoquais tout à l'heure, chiffre d'affaires, résultats, solvabilité, on est là où on voulait être, ce qui est finalement assez exceptionnel, puisque plan stratégique d'une durée de 4 ans, donc ça veut dire qu'il a été conçu pendant le Covid, et néanmoins, avec tout ce qui s'est passé dans l'intervalle, on arrive là où on voulait être. Donc je dirais qu'on démarre effectivement Impulsion 2028 armé, et dans
dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour le réussir. Alors, comment ce nouveau plan a-t-il été préparé par qui, combien de personnes? Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un travail très, très collectif pour que ça facilite l'appropriation déjà après. Donc c'est à peu près 200 personnes, hein, donc on va dire pas loin de 10% des effectifs qui ont contribué aux différents groupes de travail. Donc c'est une construction qui est assez bottom-up, même s'il y a des directives, des grandes lignes directrices qui sont données par le groupe. C'est aussi, on a 22 employeurs différents dans le groupe, donc chaque structure du groupe a sa propre stratégie, mais l'ensemble s'inscrivant dans une stratégie globale qui est validée au terme de cette séquence qui est assez longue, hein, puisqu'en général on utilise la dernière année du plan stratégique pour construire le plan stratégique futur. Donc ce temps permet à la fois de bien construire, mais aussi une bonne appropriation et puis bien sûr une validation par nos instances de gouvernance. Alors, Impulsion 2028, quelle est l'ambition? Quelle est la philosophie générale? Donc on va dire qu'il y a... c'est un plan qui est plutôt un plan de consolidation, au sens tirer vraiment la quintessence des opérations, notamment des opérations d'acquisition ou de création que nous avons faites dans le plan précédent. Donc dans trois directions principalement. La première, c'est avec l'acquisition d'Alphéis, nous avons créé une plateforme donc, qui a pris la dénomination Intential Patrimoine, qui adresse l'ensemble du marché des CGPI, donc les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et sur l'ensemble des produits, c'est-à-dire on était plutôt assurance vie jusqu'ici. Là, on va être à peu près également assurance vie et banque, donc compte titre, PEA, et avec donc une capacité d'adresser de manière digitale, puisque à la fois Apicil sur l'assurance vie et à la fois Alphéis sur la partie bancaire sont très digitalisés. Donc ça c'est un premier axe. Le deuxième axe qui concerne plutôt le métier santé prév, c'est le développement dans la fonction publique territoriale, puisque là il y a un changement de réglementation en cours qui fait passer de couverture facultative individuelle vers des couvertures collectives obligatoires, ce qui est notre métier. Donc là, un développement assez important qui est attendu également au cours du plan. Et puis le troisième axe, c'est les services. Donc c'est un petit peu long de tout développer, mais je mettrai simplement en exergue le premier axe que j'avais évoqué, puisqu'on a créé une structure qui s'appelle Gento, qui est un gestionnaire pour compte de tiers. Donc l'objectif un des objectifs principaux est de développer cette structure, ce qui nous permettra par ailleurs de réduire nos coûts, notamment nos coûts fixes sur ce métier, puisque l'attention aux frais est quelque chose de très important chez Apicil. Très bien. Pour finir très vite, rapidement, trois questions d'actualité hors Apicil en tant que tel, j'ai envie de dire, mais la situation financière de la France, on sait, est très compliquée. La recherche d'économie, financement de la protection sociale, forcément, est à nouveau en débat. Vous vous attendez à ce que les mutuelles soient une nouvelle fois mises à contribution? C'est un marronnier. Donc oui, c'est absolument le cas. C'est un peu malheureux, mais bon, je pense que sur le long terme, de toute manière, on ne peut pas échapper à un transfert progressif de charges de la Sécu vers les complémentaires. Beaucoup de débats aussi sur la contribution que peuvent ou doivent apporter les retraités. Est-ce qu'on en demande trop aux actifs et pas assez aux retraités? Pas m'avancer trop sur ce sujet-là. Je dirais simplement que de manière factuelle, le niveau de vie global des retraités est aujourd'hui supérieur à celui des actifs. Donc il paraîtrait assez logique que les retraités aussi participent à un effort, si cet effort doit concerner l'ensemble de la population. Et par rapport à la réforme des retraites, est-ce qu'il faut rajouter une couche de retraite par capitalisation, en plus de la part de répartition?
Alors, je dirais qu'elle existe quand même de facto. déjà, puisque l'assurance vie contribue à ça. Il ne faut pas oublier non plus le développement des Perrin, Perob, Perco, etc. Enfin, tous les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne collective et individuelle qui ont beaucoup pris ces dernières années. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille rajouter encore des dispositifs. Par contre, il est important de ne pas toucher, je pense, aux incitations fiscales et sociales qui aujourd'hui encouragent ces dispositifs. Donc je pense que c'est une niche à laquelle il ne faut pas trop toucher. Merci beaucoup Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil, d'être venu sur le plateau du Journal Écho. Bonne fin de semaine, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Journal Écho. L'invité sera Olivier Desmaresco, le nouveau président de la Fondation de France Centre-Est. Merci, au revoir.